the truth. Bonjour à tous, dans cette vidéo je m'occupe de la culasse du moteur G60, j'espère que ça vous plaira. En attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me donner votre avis et à laisser des pouces en l'air pour aider la chaîne. Dans cette vidéo je vais continuer le remontage de ce moteur G60. Dans un premier temps, on va s'attaquer à la culasse. Pour commencer, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de propre en ponçant un petit peu sur les plans de joint pour enlever tous les résidus d'anciens joints sur le joint de culasse. Enfin, le résidu du joint de culasse, les plans de joint aussi des collecteurs, un petit peu tout le tour. Je vous montre tout ça en accéléré. Bon, j'ai poncé un petit peu comme vous avez vu. Malheureusement, l'état de surface il me convient pas vraiment. Alors la plupart des endroits c'est bon, c'est assez bon. Bon, il y a des petits défauts à certains endroits. Mais il y a un endroit comme ici par exemple, où c'est que là c'est un conduit pour le liquide de refroidissement. Et là on voit que ça a quand même un peu bouffé l'aluminium. Ça fait quand même un creux qui est assez proche du puits. Là sur le joint de culasse, il y a un anneau en acier qui permet de faire l'étanchéité. Donc normalement je pense qu'il ne devrait pas y avoir de soucis. Là je suis un peu inquiété. J'ai l'équipement chez moi pour pouvoir resurfacer la culasse. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de fraisage dessus. Ça fait aussi l'occasion de vous montrer tout ça en vidéo. Mais c'est vrai que j'aurais préféré la remonter comme ça m'aurait simplifié les choses. En plus de ça, j'ai cette surface aussi qui est bien bouffée comme on peut voir. Donc je vais pouvoir aussi rectifier cette face. Plutôt que de rentrer dans les détails, je vais vous montrer tout ça un peu plus tard dans la vidéo. Et voilà la fameuse machine qui va me servir à rectifier ma culasse. Donc c'est une fraiseuse conventionnelle. C'est une Erno Saumur Z1C pour ceux qui sont curieux de savoir. Moi ça personnellement ça fait 2 ans que je l'ai acheté. Alors je suis désolé de l'état où elle est en ce moment. Bien sûr là il manque un carter, il manque plein de choses. Elle est très sale. On verra plus en se rapprochant. Moi je l'ai acheté il y a 2 ans en pensant la refaire et puis finalement j'ai pas encore eu le temps et j'ai pas eu non plus l'opportunité de pouvoir la refaire. Mais c'est quelque chose que je vais faire bientôt. Et je le ferai sûrement en vidéo si ça vous intéresse. Si la vidéo d'ici là est sortie, je vous la mettrai en haut à droite. Pour information, j'ai quand même préparé un minimum. J'ai nettoyé la table parfaitement pour avoir une bonne surface de travail. J'ai fait la vidange de la boîte d'avance, de la boîte de vitesse et aussi du graissage de la broche. Alors il y a plein de choses qui ne vont pas, qui sont un petit peu bricolées on va dire pour le moment, en attendant que je puisse faire au moins ma culasse. Et puis par la suite, quand je referai la machine, je la referai vraiment nickel, comme mon tour que je vous présenterai aussi une prochaine fois. Pour surfacer la culasse, j'ai cet outil qui m'a été prêté par un ami. Il se reconnaîtra dans la vidéo s'il la voit. Merci encore à lui. Donc en attendant que moi j'en fabrique un, mais c'était un petit peu serré pour le moment au niveau temps. Donc en fait c'est un outil de tour qui tourne et qui permet de surfacer toute la largeur de la culasse en une seule fois. On verra ça plus tard dans la vidéo. Pour installer la culasse, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre sur des cales pour pas qu'elle ne porte sur toute la surface et qu'il y ait éventuellement un battement. Ce que je vais faire, c'est qu'au début, je voulais monter des cales de 40 mm pour pouvoir éviter d'appuyer sur ces goujons. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que c'était un peu trop haut, donc j'ai commencé à les démonter en faisant un contre-écrou. Sûrement que les petits goujons, je vais les laisser, ça fait une hauteur moins importante, comme on peut voir de ce côté. Et puis je vous reprends une fois que j'ai démonté déjà tous les goujons. Bon, je vous montre quelque chose, même si ça me paraît logique et qu'à mon avis, beaucoup de personnes d'entre vous le savent déjà. Pour démonter des goujons, on ne le fait pas bien sûr à la pince multiprise ou à la pincetto, au risque d'abîmer. On met 2 écrous comme ça, qu'on serre l'un sur l'autre. Et ensuite, en dévissant l'écrou qui est à l'arrière, le goujon va venir avec. Et voilà, il y a tout qui vient. Donc je finis de desserrer les 3. J'imagine que beaucoup d'entre vous savaient déjà cette technique, mais bon, je le précise au cas où, si ça peut aider certaines personnes. Voilà, j'ai positionné la culasse sur la table. Alors par chance, j'ai les petits goujons du couvre-culasse qui ne gênent pas, qui rentrent dans la rainure de ce côté et dans la rainure de l'autre. Donc ça m'a permis d'éviter de les démonter. Ça m'a aussi permis de mettre les plus petites cales possibles en hauteur pour éviter d'avoir trop de risques qu'elles basculent. Je l'ai fixé, donc j'ai mis des brides de chaque côté. Ça prend pas sur une grosse épaisseur, mais c'est quand même assez solide. Et par sécurité, de ce côté, j'ai mis 2 brides ici qui me servent de butée pour pas que la culasse puisse reculer lorsque ça va usiner. Normalement, il ne devrait pas y avoir de souci, même sans les brides. Je ne vais pas prendre non plus 3 mm d'épaisseur, je vais prendre le minimum. Donc il ne devrait pas y avoir de souci de ce côté-là.
Bon, ça serait un petit peu long de vous montrer, mais j'ai mesuré ma culasse. De droite à gauche, j'ai aucun défaut, donc elle est parfaitement parallèle par rapport à ma table, et donc j'imagine aussi par rapport au plan de joint du couvre-culasse. Et dans ce sens-là, elle est plus haute à l'arrière de 1/10 environ par rapport à l'avant. Sachant que ma table, j'ai mesuré aussi sur ma table et c'est parfaitement bon. Donc je pense que c'est une erreur d'usinage d'origine, enfin une erreur. Enfin, de toute façon, le plus important sur une culasse, c'est qu'elle soit parfaitement plane. Si elle est légèrement inclinée, bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit inclinée de 10 mm, mais si elle est légèrement inclinée, ça n'influencera pas sur la culasse, il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rectifier. Dans mon cas, ça sera parfaitement parallèle avec le plan de joint du couvre-culasse. Bon, pas de différence, mais le principal, c'est que je fasse un plan de joint parfaitement plat et puis que j'ai réussi à enlever les défauts que je vous ai montrés juste avant. Voilà, tout est prêt. Donc pour l'information, je vais commencer à tourner à 250 tours minute. J'avance à environ un peu plus d'1/10 par tour, pour ceux qui connaissent. Sinon, laissez-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, je vous en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Je vais vous mettre sur le trépied, je vous passe tout ça en accéléré. Je vais prendre une première passe de 5 centièmes pour voir déjà ce que ça donne, et puis après on verra ce qui reste comme défaut sur la culasse. Bon, j'ai fait une première passe, alors j'ai fait juste le début comme on peut voir, ça se passe très bien pour le moment. Comme on peut voir, la surface est très propre, alors ça se voit peut-être pas en vidéo, mais c'est assez propre. Je vais peut-être baisser un petit peu l'avance, alors ça sera un petit peu plus long pour le passage, mais j'aurai un petit peu moins cet effet de strie, mais qui est vachement plus accentué en vidéo qu'en réalité. Et puis j'ai arrêté parce que comme on peut voir, ça ne touche pas de ce côté, donc ça m'évite de faire 15 millions de passes. Je vais rebaisser encore de 5 centièmes, refaire un essai hors caméra, et une fois que j'aurai vu que ça fera bien, je filmerai en entier pour l'accélérer. Donc voilà le résultat du premier passage, en tout cas de ce passage que je viens de vous filmer. L'état de surface, je suis très content, ça va très bien. Pour information, là j'ai pris 5 centièmes de haut. Alors 5 centièmes c'est une moyenne, j'ai pris un petit peu plus sur le fond que sur le devant. Bien sûr, il ne faut pas trop usiner la culasse parce que sinon après le taux de compression et surtout le rapport volumétrique vont augmenter, ce qui n'est pas bon pour le moteur, surtout que moi je ne pars pas dans la préparation mais surtout dans une rénovation. Bon là bien sûr 5 centièmes ça ne compte quasiment pas. Pour information, dans mon kit de joint, j'ai un joint qui fait 1,7 mm d'épais. Et avec la même référence avec d'autres marques de joints, j'ai vu que ça descendait jusqu'à 1,5 mm. Donc c'est pour vous dire que 5 centièmes, c'est pas vraiment ce qui va vraiment influencer sur mon moteur. Par contre, c'est parfait de partout, sauf forcément sur le défaut qui me faisait peur. Je vais essayer de vous zoomer le plus possible. Donc là, comme on peut voir, il y a encore un petit défaut. Bien sûr, il a bien diminué par rapport à avant, mais il est encore bien présent. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire une passe, parce que maintenant que j'y suis, que tout est monté, que tout est réglé et que j'ai l'outillage, je vais en profiter pour reprendre encore une passe. Donc certainement quelques centièmes supplémentaires, je ne vais pas tout vous filmer parce que c'est un passage qui est assez long. Juste pour vous dire, alors le passage là, il dure environ 20 minutes. L'usinage, ça dure environ 20 minutes. Alors dans mon cas, c'est très long parce que c'est un outil qui a une seule dent, si on veut, qui usine. Sur des machines qui rectifient des culasses, en général, il y a plusieurs dents. Donc forcément, admettons, le même outil avec 2 dents, je pourrais avancer 2 fois plus vite. Avec 4 dents, 4 fois plus vite. Enfin, vous avez compris le principe. Je reprends une passe d'usinage un petit peu plus profond pour estomper un peu plus ce défaut, voire essayer de le supprimer définitivement. Et puis je vous montre une fois que c'est fait. Voilà le résultat final. Donc au final j'ai pris environ 1,5 dixième, un peu moins, 1,4 dixième, on va dire 14 centièmes environ. Malgré tout le défaut il est encore apparent, beaucoup moins, j'essaierai de mettre une image d'avant. Bon ce sera pas très grave, j'ai sorti le joint de culasse pour voir à peu près ce que ça donnait, donc c'est un joint de culasse métallique. Et en fait on peut voir que du coup de l'autre côté ça porte sur un anneau qui est autour du cylindre. Donc forcément, le défaut va tomber en plus dans le creux.
Donc je pense que ça va le faire. Donc il est là, quand c'est monté, c'est environ comme ça. Je pense que ça devrait le faire quand même. Là il y a le trou qui est pas très loin du défaut. Bon, je pense que ça va le faire. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas aller plus loin de ce côté-là pour le surfaçage de la culasse, pardon. Ça m'ira très bien comme ça, c'est déjà beaucoup plus propre qu'avant, forcément, c'est usiné et puis c'est parfaitement plan. Je ne vais pas démonter tout de suite la culasse de la table de la fraiseuse parce que je voudrais peut-être retoucher cette surface, enfin peut-être, c'est même sûr. Comme on peut voir, elle a été aussi un peu bouffée par le liquide de refroidissement. Et puis pour avoir une bonne étanchéité, je préfère retoucher cette face qui normalement, je vais le mesurer quand même, mais qui est normalement dans l'axe de la fraiseuse. Et aussi de ce côté, c'est vrai que j'en ai peut-être pas parlé, mais en fait ici c'est énormément bouffé. Comme on peut voir, il y a un énorme creux. Ici la surface est pas top, bon il doit y avoir peut-être des restants de joints. Ce que je vais faire, c'est qu'ici j'ai acheté de l'époxy exprès haute température qui tient jusqu'à 260 degrés. Je vais mettre de l'époxy le temps que ça sèche. Normalement le séchage est assez rapide et ensuite je mettrai un coup d'usinage sur quelques centièmes pour faire un état de surface qui soit bon et pour avoir une bonne étanchéité de ce côté-là et de ce côté-là aussi. J'ai monté une fraise de 20 mm pour pouvoir usiner cette face et celle-ci, mais avant d'usiner celle-ci, comme on peut voir ici, il y a un gros trou. On peut voir des traces de brossage, j'ai brossé. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer cette pâte. Donc c'est de la pâte époxy spécial métal qui résiste jusqu'à 260 degrés, qui durcit en 5 minutes, bon peu importe. Ce que je vais faire, c'est que je vais la passer. Ça durcit en 5 minutes, mais apparemment il faut attendre au moins une journée pour pouvoir la travailler. Voilà, ici, laisser sécher 24 heures avant de solliciter la partie réparée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la pâte, usiner d'abord cette face, et puis je ferai autre chose en attendant, et puis demain j'usinerai cette face pour pouvoir avoir quelque chose de propre, pour pouvoir atténuer toutes les traces qui restent, et avoir une surface vraiment nickel pour l'étanchéité. Bon voilà, j'ai appliqué la pâte, c'est en train de sécher. J'avoue que je ne suis pas totalement convaincu pour le moment, à voir ce que ça donnera demain à l'usinage, voir si c'est vraiment très dur. Je vais même essayer d'y mettre des coups dessus pour voir si ça part, parce que j'ai pas envie d'avoir des problèmes par la suite. En attendant, ce que je vais faire, c'est que je vais redresser cette face. Pour les connaisseurs, je vais prendre une première passe pour enlever le plus gros en opposition, et puis après je ferai une finition en avalant pour avoir un bon état de surface. En attendant que l'époxy sur la culasse durcisse complètement pour pouvoir l'usiner, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer de préparer les soupapes. Donc je vais décaper principalement les soupapes d'échappement qui sont le plus encrassées. Comme on peut voir, les soupapes d'admission sont en bon état. Il y a juste celle-ci, la dernière, qui est un petit peu encrassée, mais c'est vraiment très léger. Donc je vais mettre un petit coup sur toutes les soupapes d'admission, bien sûr, mais ce sera assez rapide. Et puis décaper le plus possible de calamine sur les soupapes d'échappement. Comme ça, après, je pourrai les roder tranquillement sur la culasse. Bon voilà, j'ai déjà fait les 4 de droite ici. Donc pour vous montrer un peu la différence, voici le dessous déjà, dessous d'une soupape d'échappement et le dessous d'une autre soupape d'échappement. Donc voilà, j'ai tout enlevé la calamine. Sur le dessus aussi, en fait, il n'y a pas une si grosse épaisseur, c'est la forme de la soupape qui est comme ça. Donc je vais vous montrer juste après comment je fais. Je mets la soupape dans une perceuse, enfin dans une visseuse. Bien sûr, je ne serre pas comme un malade, sinon ça risque d'abîmer la queue de soupape. Et ensuite, en même temps que je tourne avec la perceuse, je brosse avec cette disqueuse sans appuyer, bien sûr. Pour pas, ça sert à rien d'appuyer comme un taré. De toute façon, ça s'enlève très bien la calamine avec ces outils. Je vous montre juste après en vidéo comment je fais.
Voilà, j'ai décalaminé toutes mes soupapes. Donc bien sûr, il y a d'autres façons de faire. Moi, j'ai au moins 2 ou 3 tourets qui traînent, mais j'en ai aucun qui est installé. Puis il y a d'autres façons de faire. Après, vous faites comme vous avez envie. Moi, je vous ai juste montré comment je faisais. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais débarrasser le dessus de ma fontaine de lavage pour nettoyer les ressorts, les coupelles de ressorts, les paliers d'arbre à cam, l'arbre à cam. Je vais nettoyer un peu tout ça. Ça a pris un petit peu la poussière depuis que je les ai démontés. Et comme je vais les remonter bientôt, comme ça sera fait. Bon voilà, j'ai nettoyé tous les ressorts avec les coupelles. J'ai nettoyé aussi les paliers d'arbre à cam. Alors bien sûr que c'est pas forcément très utile de nettoyer tout ça, mais ça me permet aussi en même temps de voir s'il n'y a pas de ressorts qui sont cassés ou si les paliers sont en bon état. Et puis bon, ça coûte pas bien plus cher de les nettoyer. Maintenant, je vais nettoyer le support du compresseur que j'avais laissé de côté, que j'avais un peu oublié. Je vais le nettoyer, comme ça je pourrai le peindre en gris avec, en même temps que le cache-cubuteur. Comme ça sera un petit peu comme les autres pièces, le compresseur, le collecteur d'admission et d'autres supports aussi que j'avais peints avant. Bon, le nettoyage n'est pas très concluant, mais bon, vu que il fallait au moins le dégraisser pour pouvoir le sabler, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de sablage. J'ai déjà sablé le couvre-culasse. Si vous n'avez pas vu, j'ai mis une vidéo au niveau du sablage, je vous la mettrai ici en haut à droite si ça vous intéresse, dans ma nouvelle cabine. Ce que je vais faire, c'est que je vais sabler ce support. Je vais essayer d'éviter de sabler de ce côté pour les portées de joint. Et puis comme ça, je pourrai le peindre et ça accrochera même encore mieux. Et ça nettoiera un petit peu mieux la pièce. Et voilà, c'est fini de sabler. Bon, bien sûr, c'est pas parfait, mais le but c'était surtout d'enlever le plus gros du sale pour pouvoir le peindre correctement. J'ai enlevé le joint ici, j'en ai bien chié d'ailleurs. Il était bien collé, à mon avis, ça faisait un petit moment qu'il était là. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le fraisage sur ma culasse, et puis en parallèle, je pourrais mettre ça en peinture avec aussi l'alternateur. Donc voilà le résultat de mon fraisage de ce côté. L'époxy, la pâte époxy, je suis pas super fan à la base, mais c'est vrai que c'était dommage de laisser comme ça. J'avais pas non plus changé la culasse juste pour ça. Donc finalement, j'en suis assez content. Ça s'usine très bien, donc ça veut dire que c'est un matériau qui est assez dur au final une fois que c'est sec. Et je pense que ça ira très bien. On voit encore quelques marques. Je voulais pas non plus usiner des tonnes. Là, j'ai quand même usiné environ 0,6 mm. Alors ça paraît pas énorme comme ça, mais je préfère en enlever le moins possible pour éviter de fragiliser quelque chose et puis de réduire la profondeur des fixations de la pipe à eau qui vient ici. Je vais démonter la culasse, nettoyer un petit peu hors caméra, et puis on passe au rodage des soupapes. Bon, maintenant que j'ai bien nettoyé, bien soufflé la culasse pour pas qu'il y ait de copeaux qui restent à l'intérieur, ce que je vais faire maintenant, la prochaine étape, c'est le rodage des soupapes. Donc pourquoi on rôde des soupapes? C'est pour qu'il y ait une bonne étanchéité sur la portée. Je vais vous montrer tout de suite d'un peu plus près pourquoi je vais roder celle-ci. Donc le rodage de soupape, ça concerne cette surface sur la soupape et celle-ci qui est le siège de soupape. Donc la culasse est en aluminium, le siège de soupape ici c'est en acier. Alors je ne sais pas exactement quel acier, puis je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais c'est une pièce qui est rapportée.
on peut voir ici la délimitation et aussi à l'intérieur ici. Donc ça, c'est des pièces qui peuvent se changer quand il y a besoin. Si, admettons, il y a quelque chose qui est passé entre la soupape et le siège et que ça s'est abîmé trop fortement ou même qu'il s'est fissuré, c'est possible de changer ces pièces. En général, on les change aussi ou on les réactifie quand on change les guides de soupape pour qu'il y ait un bon alignement, que l'axe soit le même sur le siège et sur le guide. L'intérêt de roder les soupapes, c'est d'avoir une surface bien lisse, on va dire, entre ces deux surfaces, pour avoir une bonne étanchéité à l'intérieur du cylindre. Alors ça se confirme un petit peu plus sur les prises de compression. Des fois, il peut y avoir une petite fuite. Quand on arrive au-delà de 6-7 bars, ça commence déjà à souffler pas mal à l'intérieur du cylindre. Et il suffit du moindre petit défaut pour avoir une fuite. Alors il peut y avoir des fuites ailleurs, mais ça fait partie d'une des fuites possibles. Pour roder les soupapes, on utilise de la pâte à roder. Donc ici à gauche, c'est du gros grain et ici du grain fin. Donc on commence par celui-ci quand il y a vraiment beaucoup à faire et on finit par celui-là pour avoir une surface le plus lisse possible. Bien sûr, la pâte se met sur les portées et avec un outil comme celui-là, on tient la soupape sur le dessous et on fait des mouvements de droite à gauche ou alors même toujours dans le même sens en soulevant un peu la soupape de temps en temps. Je vous montre tout ça tout de suite en vidéo si vous ne connaissez pas. Comme on peut voir ici, l'état de surface n'est pas encore nickel, on voit encore des taches. Je vais continuer un petit peu hors caméra jusqu'à ce que ça soit bien gris uniforme. Et puis ensuite, je vous montre le résultat et je ferai le reste hors caméra. Et voilà le résultat. Donc à droite, avec la soupape d'échappement, j'ai fait le rodage avec le grain grossier, enfin le gros grain. Il faudra que je le fasse avec le grain fin après, mais je vais d'abord faire toutes les soupapes avec le gros grain pour éviter de me mélanger. Donc comme on peut voir ici de plus près, la surface est gris mat un petit peu. Elle s'est rodée avec la surface du siège de soupape et ça permet d'avoir une bonne étanchéité. Bon, bien sûr, il faut attendre de faire le grain fin pour que je vous montre vraiment le résultat final. Mais je vais faire les autres soupapes. Comme on peut voir sur la soupape d'admission d'à côté, on voit qu'elle est un petit peu piquée. Enfin, piquée, quand je dis piquée, c'est qu'il y a des petites traces. Ça, c'est pas idéal pour l'étanchéité, bien sûr. C'est pour ça que je vais faire le rodage de toutes les soupapes. Et puis, je vous reprends une fois que j'ai fait la première soupape avec le grain fin pour comparer les deux. Voilà, j'ai rodé toutes les soupapes au gros grain. J'ai rodé aussi la première soupape ici au grain fin. Donc on peut essayer de voir la différence. C'est vrai que la différence n'est pas flagrante. En tout cas, même de près, enfin à l'œil nu ça se voit un petit peu plus, mais je pense pas qu'à l'image ça se voit bien. On voit que c'est un petit peu plus fin à droite. On voit plus la différence sur la pâte, que le gros grain a vraiment ça fait vraiment des petits, j'allais dire des petits cailloux. C'est pas vraiment le terme, mais c'est un peu plus fin forcément sur le grain fin, c'est logique. Je voulais vous montrer un petit peu la différence entre les deux. Ce que je vais faire, c'est que je vais finir de roder toutes les soupapes au grain fin. Je vais bien nettoyer, bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait de la pâte qui reste. Et puis ensuite, on passe au remontage des soupapes. Maintenant que j'ai fini de roder les soupapes, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les joints de queue de soupape. Donc c'est des joints, bien sûr, qui vont au fond, qui se mettent sur les guides de soupape ici en doré au fond. Ça s'enfonce un petit peu de force, bon, sans non plus trop forcer. Moi, ce que je fais, c'est que je prends une douille qui correspond pour pouvoir appuyer sur la partie extérieure du joint pour ne pas appuyer bien sûr sur le dessus parce que là c'est en caoutchouc et puis si on appuie dessus après ça se déforme et ça ne se fait plus étanchéité. Ce que je vais faire c'est que je les mets tous en place, je vous montre pour le premier comment je fais et puis après je fais le reste hors caméra.
Pas besoin de taper très fort. Dès que ça arrive au bout, on entend bien un bruit métallique différent. Pas besoin de forcer plus, le joint sera mis comme il faut. Voilà, j'ai monté tous les joints de queue de soupape. Comme on peut voir, j'ai commencé à monter une soupape. Je vais toutes les monter à l'intérieur et je vais essayer de remonter les ressorts avec ma perceuse à colonne. Alors pour le démontage, ça va bien parce que c'est pour démonter. Pour remonter, c'est un petit peu plus minutieux. On va voir si ça le fait. D'habitude, je fais plutôt avec un serre-joint puisque j'ai plus mon lève-soupape. Je ne sais pas où il est passé. Je vais essayer avec la perceuse à colonne et puis on va voir si ça fait tout de suite. Bon, j'étais en train de tout préparer pour pouvoir remonter les ressorts de soupape. Je me suis rendu compte que j'avais fait une grosse bêtise. C'est qu'en fait, les joints de queue de soupape, il faut les monter après les coupelles inférieures de soupape. Parce que sinon, ça ne passe pas. Juste pour vous montrer, si admettons je la mets là j'ai enlevé le joint déjà de ce côté. Si je la mets là, ben, comme on peut voir, ça passe pas au fond. Ça bascule et puis même en forçant, c'est pas la peine. L'extérieur du joint de queue de soupape est rigide. Donc ça sert à rien d'abîmer quelque chose. Ce que je vais faire, tant pis, je vais perdre du temps, je le fais hors caméra. Je vais redémonter les soupapes, redémonter les joints, mettre toutes les coupelles inférieures et remonter les joints. Et puis on se reprend quand on remonte les ressorts. Bon, après avoir réparé mon erreur avec les coupelles inférieures, maintenant j'ai réalisé un test sur la perceuse à colonne, donc ça fonctionne super bien, je suis assez content. Je vais vous montrer d'un petit peu plus près. Donc pour information, vu que c'est une culasse qui a un puits, on va dire creux, j'ai mis une épaisseur de rondelle en dessous pour pas que la soupape puisse descendre un petit peu plus. Même si je pense que ça pourrait le faire quand même. J'ai réglé bien sûr la bonne hauteur pour la colonne. Là j'ai une douille pour injecteur et quand je descends, vous verrez juste après, je vous montrerai un petit peu mieux. Quand je descends, ça descend bien assez et pour pouvoir mettre les clavettes. Ensuite ce que je fais, c'est qu'avec un petit tournevis comme ça, je mets de la graisse au bout pour tenir les clavettes et je vous montre tout ça sur le trépied. Et voilà, j'ai fini de remonter les ressorts de soupape, avec les soupapes bien sûr. La prochaine étape maintenant, c'est le joint de culasse. Je ne remonte pas les poussoirs tout de suite, parce que je le ferai sur le moteur, ce sera plus simple avec l'arbre à cam. Je remonte la culasse sur le bloc et je vous montre tout ça avec le joint de culasse. Pour éviter de faire des vidéos trop longues, je vous montre la suite dans la prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser des likes si la vidéo elle vous a plu. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, entre temps je me suis fait surfacer les côtés moi aussi. Et sinon, moi je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!